Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour une nouvelle conférence dans le cadre de mon cycle de masterclass mensuel dans lequel je délivre du contenu sur des sujets qui touchent au fintech, à la dématérialisation des services pour les entreprises, au paiement, aux cryptos. Et puis, voilà, tous les sujets liés aux solutions innovantes de financement et de paiement. On va démarrer, j'attends encore un tout petit peu quelques participants qui pourraient arriver en retard. Thierry, merci d'être revenu. J'ai eu un malencontreux clic sur ton nom et je suis ravi que tu sois parmi nous. Merci à toutes. Bonjour François, bonjour Christine. Je ne vous nomme pas tous, vous êtes nombreux. On va démarrer dans une minute ou deux. En attendant, un petit peu de conseils pratiques et de logistique. Vous avez en haut de l'écran, ici, vous devez voir mon pointeur, un bouton rouge avec marqué «Prendre rendez-vous», cliquez ici. C'est un lien vers mon agenda, mon calendrier, qui vous permet de fixer un rendez-vous si vous avez envie de discuter d'un besoin particulier sur lequel vous travaillez, dans le cadre d'un projet existant ou à venir. Si vous pensez que je peux vous renseigner, qu'on peut en discuter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur ce lien. Ce lien apparaît aussi dans le chat que vous voyez la discussion de notre réunion. Et vous pouvez aussi cliquer sur ce lien ou faire un copier-coller pour le garder précieusement. Il est aussi à l'écran, vous le voyez sur la page d'accueil. On va bientôt démarrer. J'imagine que si vous avez pris le temps de venir écouter cette conférence, c'est que vous avez vous vous posez des questions, vous avez des sujets en particulier, probablement peut-être un projet même en cours sur lequel vous pensez que ce contenu pourrait être pertinent. Donc si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre dans la conversation, dans le chat, vos questions. Hein. Je vais prendre du temps pour y répondre, une quinzaine de minutes si on arrive à parcourir les 25 slides assez vite, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je le ferai volontiers pendant la réunion. Et sinon, on prendra rendez-vous et puis vous pourrez me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre. Et puis si ça nécessite plus de travail, on pourra en parler plus longuement. Voilà, donc voilà pour la logistique. On va bientôt démarrer. J'attends encore une petite minute sans vous faire perdre de temps pour démarrer la présentation. Donc, c'est une présentation assez générale sur les outils et les solutions pour optimiser vos encaissements et vos paiements dans le B2B. Donc, ça s'adresse bien aux entreprises et on va faire un petit état des lieux. Donc, on va commencer. Les retardataires rattraperont le train en route. Et voilà, donc moi je fais cette conférence mensuelle. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et vous abonner à ma newsletter qui s'appelle FinTech et Monétique et vous serez informé de tous mes sujets. La prochaine sera le 10 mai à 11h30 et le sujet vous sera dévoilé dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, donc, je fais ça dans le cadre de mon activité de conseil. Je dirige un cabinet Azuli, qui est une petite boutique spécialisée, nichée sur l'intégration des services de paiement et des solutions de financement, embarquées dans des offres existantes ou pour une consommation par les entreprises pour optimiser leurs opérations. Donc, je conseille les entreprises sur des sujets de cadrage de projet, cadrage réglementaire, offre produit, et puis après, choix des partenaires et des fournisseurs techniques pour réaliser les projets d'intégration de services. Et puis, l'intégration elle-même avec la possibilité aussi de vous fournir une équipe complète avec des développeurs et des product owners qui sont spécialisés et qui ont déjà intégré ces services pour vous faire gagner du temps et sécuriser vos projets. Il se peut que je coupe la caméra en cours de route pour des questions de bande passante. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Si jamais je coupe la caméra, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être le faire d'ailleurs par précaution. Donc, merci à tous. On démarre dans une minute. Et voilà.
Très bien. Donc, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, sont, en premier lieu, comment faire le tri dans les nouveaux outils du DAF et de, l'expert comptable. Donc on va faire un petit état des lieux, on va parler des tendances, je vais vous montrer une petite cartographie de ce qui existe et puis on va voir comment, intégrer des services de paiement peut, apporter de la valeur à votre entreprise. Tout ça en coordination, bien entendu, avec, le service financier ou l'expert comptable qui, eh bien, est un des utilisateurs de ces services dématérialisés. On va parler aussi de la facture électronique, qui est un sujet dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui arrive à grands pas avec une réforme qui va entrer en vigueur. On va voir ça en détail. On va parler des services de paiement, spécifiquement, comment les utiliser, quels services de paiement pour du recouvrement de créances. Donc ça va intéresser tous ceux qui sont dans ce métier du recouvrement de créances pour, des entreprises, ou bien aussi pour, les entreprises elles-mêmes quand elles ont des impayés. On va voir comment se servir des services de paiement et quels services sont utilisables pour accélérer, faciliter et optimiser son recouvrement. Et puis, on verra un dernier chapitre sur, le Request to Pay, qui est une nouvelle norme de messagerie, SEPA, une messagerie européenne interbancaire qui, entre en vigueur et va rentrer en service, peut-être fin 2023 et sinon 2024. Je vais vous présenter ça un petit peu en avance de phase, mais je pense que c'est un contenu intéressant dont qu'il faut prendre en compte dès maintenant, puisque ça c'est pas mal impactant pour les entreprises. On commence par le premier sujet, qui est comment faire le tri dans les nouveaux outils du DAF et de l'expert comptable. Donc je vais vous, citer 4 tendances du marché, des solutions B2B, des solutions destinées aux entreprises. On a une première tendance qui est que finalement, la finance intégrée, c'est-à-dire les solutions innovantes ou traditionnelles de financement, maintenant s'intègrent dans tous vos logiciels et dans toutes vos solutions et peuvent rentrer dans votre système d'information à travers des plateformes SaaS ou, que vous pouvez intégrer directement par API en connectant vos systèmes à d'autres. Hem Et on voit aussi que le paiement est aussi un sujet qui s'intègre partout, grâce justement à ces services disponibles par API en marque blanche et qui sont maintenant intégrés dans beaucoup de solutions destinées aux entreprises. Donc ça, c'est important, ça touche tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, B2B, B2C, et c'est véritablement, vous allez voir la banque finalement rentrer dans votre système d'information, un peu dans tous les pans de votre activité. Ça a un impact qu'il faut, connaître et puis ça surtout, ça permet de faire beaucoup d'optimisation, de vos opérations courantes. On va parler aussi du fait que les services, donc il y a 2 types, de grands sujets, de grandes familles de paiements. Il y a l'acquisition des paiements qui sert à acquérir de l'argent, à se faire payer et puis il y a l'émission des paiements et là, on parle d'émission de virements, d'émission de prélèvements, là ou de réception de prélèvements et tous ces sujets d'émission et aussi de cartes de paiement, ça passe par l'ouverture d'un compte, et l'utilisation de services de paiement. On voit qu'il y a une grosse tendance, de convergence entre les éditeurs qui font de l'acquisition de paiement et qui sont en train aussi maintenant de proposer aux entreprises, de l'émission de paiement. On verra aussi la convergence de tous les services, aux entreprises, qui vont du CRM à la comptabilité. Donc, les premiers contacts avec les clients jusqu'à, la facturation et puis, l'émission de factures, et l'intégration des factures fournisseurs pour, générer des flux comptables. Ça va aussi toucher le sujet de la facture électronique, on verra. Mais je vais vous parler de ça. Une quatrième tendance qui est ce qui se passe avec vos, néocomptes. La CPR nous interdit de parler de néobanques pour éviter une confusion avec des banques de plein exercice, entre d'autres acteurs qui ne sont pas banques, et les banques. Du coup, on parle de néocomptes, mais c'est la même chose. Et là, on va voir qu'il y a aussi un élargissement du périmètre fonctionnel de ces acteurs qui vous proposent des services de paiement et des cartes de paiement.
vers tous les outils qui vous permettent de simplifier la gestion administrative de l'entreprise, faire des gains de productivité importants, et notamment grâce au temps réel, sur les transactions et sur vos comptes. Voilà les 4 tendances, on va rentrer dans le détail tout de suite. Donc la finance intégrée est partout. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce qu'on voit que, il y a eu des nouveaux services et des évolutions réglementaires depuis une dizaine d'années qui font qu'aujourd'hui, on est capable de faire de l'agrégation de comptes bancaires, d'agréger tous les comptes, de les lire en temps réel, de voir ce qui se passe. Côté financement, on est capable de lire en temps réel et de faire un score d'une entreprise ou d'un particulier en temps réel, donc de donner une meilleure évaluation du risque quand on veut faire un octroi de crédit, et donc de faire un meilleur pricing de ce risque et donc de proposer un crédit au meilleur prix à son client. Donc là, c'est vraiment une grosse tendance et ce financement, ces solutions de financement qui sont en temps réel proposées par des financeurs à travers des éditeurs de logiciels ou de solutions dont c'est le métier, donc là, on parle de October qui a une solution, pour les banques et puis pour tous les acteurs, qui veulent consommer, qui veulent proposer un score, B2B, pour proposer du crédit. On parle de, tous les éditeurs de logiciels, de pré-comptabilité, de comptabilité qui vont, intégrer des solutions de financement, donc faire de l'agrégation bancaire, lire toutes les données transactionnelles, lire aussi, les factures fournisseurs et les factures clients pour voir les délais de paiement, le délai d'encaissement et de permettre de faire un score beaucoup plus précis et de proposer des crédits, plus précisément et plus facilement, plus rapidement aux entreprises ou aux particuliers. Le paiement, c'est pareil, il est en train de s'intégrer partout. Donc les solutions d'acquisition et d'émission de paiement sont disponibles par API, en marque blanche, souvent avec du no-code aussi. Ça nécessite plus une intégration très, très poussée. Donc l'API, oui, mais vous avez maintenant des briques fonctionnelles qui sont, disponibles avec très peu d'intégration. Donc il y a bien entendu des contraintes réglementaires à prendre en compte. Ce sont des projets complexes qui prennent du temps, mais qui fonctionnent très bien et qui vous permettent aujourd'hui de faire rentrer la banque dans votre entreprise, dans votre SI, pour mettre à disposition de votre service financier, de votre gestion de trésorerie, de votre trésorier, des outils de paiement pour encaisser ou pour payer. Donc, vous pouvez vous servir de ça pour générer des transactions et après, vous avez une vue en temps réel de tout ce qui s'est passé ou tout ce qui va se passer. Ça vous permet de faire des rapprochements beaucoup plus rapides. Ça vous permet aussi, bien entendu, de flécher des flux, on va en reparler précisément, de faire du recouvrement plus facilement avec plus d'options pour aller chercher votre argent. Vous pouvez envoyer des liens de paiement, envoyer des QR codes, qui vont générer des virements entrants, vous pouvez bien entendu générer des prélèvements. Et tout ça, pour proposer à vos clients, à vos fournisseurs, à vos salariés, des parcours clients, très simples, directement depuis les services de votre entreprise. Tout ça, une fois que vous avez une vue en temps réel sur tout ce qui se passe financièrement dans l'entreprise, eh bien, vous pouvez faire des optimisations très importantes, de vos, opérations et vous pourrez donc ça va demander peut-être, des changements opérationnels, et une réaffectation de certains salariés vers d'autres fonctions, qui seront plus celles de faire du pointage et de la relance, puisque ça pourrait être fait automatiquement, hem puisque vous avez accès à toutes les transactions en temps réel. Donc beaucoup d'optimisation à faire à ce niveau-là, très intéressante pour les entreprises. Autre tendance, donc non, la même tendance, pardon, le paiement intégré. Alors tout ça, ça sert à quoi d'intégrer du paiement dans vos entreprises? Eh bien, il y a 2 gros sujets avec lesquels vous pouvez créer de la valeur. C'est soit pour la gestion des flux et une optimisation opérationnelle. Donc on parle là de flécher des flux, d'automatiser des paiements
Donc typiquement, vous allez, ouvrir un compte avec un numéro, enfin un compte dédié à une opération ou à une facture fournisseur ou à la commission d'un apporteur d'affaires et c'est depuis ce compte que vous allez émettre un paiement. Ça va vous permettre une traçabilité très précise des règlements que vous faites à autrui. Ça va vous permettre de faire des rapprochements, des réconciliations, instantanément et en temps réel. Vous pouvez aussi réduire des coûts opérationnels donc par la gestion de ces flux. Si vous intégrez les paiements, que vous avez suffisamment de volume pour que ce soit justifié, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'envoyer des fichiers à la banque, de vérifier le lendemain que toutes les transactions sont bien passées, et de refaire les envois de prélèvements ou de virements, le lendemain pour tout ce qui ne s'est pas passé, tout ce qui est à venir. Bref, vous pouvez tout piloter et programmer depuis votre système d'information et depuis vos logiciels comptables ou pré-comptables. Bien entendu, ça vous permet, cette vue temps réel et cette automatisation et programmation des paiements peut vous permettre de mieux gérer votre trésorerie. Donc il y a des gains aussi financiers à faire, importants. La banque est pas forcément opposée à ce que vous faites ça, parce que de toute façon, ça, finalement, l'argent est cantonné dans une banque. Ça passe pas souvent par des filiales qui sont filiales de leur enfin de groupes bancaires. Donc, vous pouvez leur en parler ou je pourrais vous en parler pour trouver des solutions adaptées. Un deuxième sujet et une opportunité de création de valeur va être la distribution des services de paiement. Et là, vous pouvez donc intégrer des services de paiement en tant qu'agent IOBSP, enfin MOBSP ou exempté d'agrément. Vous pourrez consommer ces services de paiement pour vos propres besoins internes, entre filiales ou intra-groupes, ou bien les distribuer à vos clients. Vous pourrez leur permettre donc d'ouvrir des comptes de paiement qui seront à votre marque, à votre nom, avec vos propres tarifs, et vous pourrez même émettre des cartes si vous voulez faire gérer des dépenses d'entreprise ou proposer à des clients particuliers en B2C d'utiliser des cartes de paiement qui seraient à votre marque et à votre nom. Donc voilà, vous pouvez aussi distribuer tous ces services, vous les approprier comme si vous étiez une banque. Ça peut aussi renforcer votre image de marque très très fortement puisque le paiement, c'est un petit peu la mère de tous les services, j'aime dire ça, puisque c'est vital pour les particuliers, pour les entreprises, pour les gouvernements. Et finalement, quand on fait du paiement, eh bien, on renforce énormément son image de marque. Voilà, il faut bien le faire, bien entendu, puisque on peut avoir un retour de bâton si ça marche pas, très violent aussi. Donc, tout ça, ça se prépare, c'est une certaine complexité, mais c'est tout à fait disponible. L'autre tendance importante, la deuxième tendance, c'est l'acquisition et l'émission des paiements qui sont en train de converger. Historiquement, on a des gros acteurs qui sont nés dans l'acquisition de paiements, j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Stripe, Adyen sont parmi les plus connus. Et puis, il y a le groupe BPCE qui a des filiales qui font aussi de l'acquisition de paiements, comme Payplug qui a récemment fusionné avec Dalenis. Et historiquement, ils faisaient que de l'acquisition de paiement pour permettre à des commerçants, et notamment des e-commerçants, de encaisser les cartes bleues de leurs clients, enfin, des clients des marchands. Ils sont tous devenus, enfin BPCE l'était déjà, mais tous devenus des banques de plein exercice. Donc ils ont soit fait l'acquisition, soit fait des demandes d'agrément en Europe pour pouvoir devenir des banques de plein exercice et proposer de l'émission de services de paiement, proposer à leurs clients marchands non seulement d'acquérir les paiements, mais en plus d'ouvrir des comptes de paiement pour pouvoir émettre des virements, payer des fournisseurs, payer des salariés, payer des apporteurs d'affaires automatiquement depuis leur système de gestion de plateforme, de place de marché ou de site de e-commerce ou bien gestion d'entreprise. D'émettre des cartes de paiement s'il faut émettre des cartes virtuelles pour des paiements très spécifiques. Donc ça peut être des cartes qui peuvent être dédiées à un seul paiement ou à un paiement récurrent ou à un abonnement. Notamment quand on fait de la publicité en ligne, on a beaucoup d'abonnements. Ça permet aussi, comme ils ont les deux côtés,
des transactions du marchand, ils ont leur flux d'acquisition, leur rythme d'acquisition, les paniers moyens, ils ont toutes ces informations-là pour les flux entrants. Ils ont aussi, maintenant, puisqu'ils font de l'émission, les flux sortants. Ils sont capables de faire un score très précis en temps réel pour proposer du crédit à ces clients marchands qui ont des boutiques ou en ligne ou offline. Et ça, c'est très important puisqu'ils sont en train de devenir banques. Donc, c'est une menace pour les banques de plein exercice traditionnelles qu'il faut prendre en compte puisque c'est une vraie tendance. Ce sont des gros acteurs et adossés à des financeurs, ils vont pouvoir proposer des financements à tous ces marchands. Les banques ne sont pas en reste, donc je cite la BPCE, mais les autres aussi sont sur ces sujets très actifs. Les autres grandes banques françaises et européennes, ils se sont bien rendus compte qu'il fallait contre-attaquer avec l'acquisition ou la création de fintech au sein des groupes bancaires pour proposer des solutions disponibles par API, facilement intégrables à leurs clients marchands et commerçants. Grosse tendance. La troisième tendance dont je voulais vous parler, c'est la convergence de la chaîne de valeur au niveau de tous les services qui sont proposés aux entreprises dans le cadre de la dématérialisation d'un grand nombre de sujets et de services pour les TPE, PME et ETI. Je fais une petite pause pour vous suggérer de me poser des questions si ce que je dis n'est pas clair, ou si vous avez des questions sur ce que je dis ou des remarques. Donc n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Je reprends, donc je vous ai fait un petit mapping là, qui prend les fournisseurs de solutions et de services monoproduits, ou plus ou moins monoproduits, mais en général, ils sont assez focalisés sur un périmètre fonctionnel assez restreint. Et puis, donc, vous avez en haut les monoproduits, en bas les multiproduits qui intègrent un grand nombre de fonctionnalités dans une seule solution. Et je vous ai fait une flèche qui part de gauche à droite, qui part du CRM, avec uniquement des outils de gestion de la relation client, avec des fiches clients et des capacités de loguer les interactions avec les clients sur la fiche et de les enregistrer, jusqu'à la production comptable. Et cette flèche, on voit qu'il y a un grand nombre de sociétés qui avancent de gauche à droite. Et il y en a certaines qui ont démarré au milieu ou à droite, qui sont en train de faire le chemin inverse et qui vont petit à petit intégrer toutes sortes de services pour arriver jusqu'au CRM. C'est important parce que on voit on a une convergence, enfin un élargissement du périmètre fonctionnel proposé par tous ces acteurs. Et finalement, à la fin, ils vont tous proposer un peu la même chose. Et ça devient très compliqué pour les entreprises de savoir quoi choisir. Elles sont souvent conseillées par leurs experts comptables ou leur direction financière qui fait des dossiers de choix pour bien choisir la bonne solution, parce que c'est très structurant pour une entreprise. Mais pour les petites entreprises qui ne sont pas forcément très, très conseillées, c'est un peu compliqué de savoir comment s'y retrouver là-dedans. Donc, bon, ce sont des sujets que je connais bien puisque beaucoup de mes clients sont parmi ces entreprises et je les conseille pour l'intégration de services de paiement justement et pour l'élargissement de leur périmètre fonctionnel. Je pense notamment à Regat, mais il y en a d'autres. Et ces entreprises, donc voilà, je peux aussi vous conseiller sur des choix de ce type-là. Les entreprises monoproduits, c'est pareil, elles sont aussi en train d'élargir leur périmètre fonctionnel. Je pense notamment à toute la partie gestion des dépenses qui petit à petit va, une fois qu'on a géré les dépenses, eh bien, on va aussi pouvoir proposer des solutions de financement. Donc certaines, elles intègrent la gestion de la trésorerie. Et puis après la trésorerie, bien, c'est proposer des financements pour aider la trésor. Voilà, donc tout ça, ça converge fortement et on arrive à finalement des solutions avec toutes les parties post-fournisseur, post-client, gestion comptable qui sont très très bien gérées, totalement dématérialisées. Et c'est important puisque, on va en parler tout à l'heure, il y a la facture électronique en embuscade
qui arrive et qui va être imposé à toutes les entreprises. Donc tout ça, il faut que ce soit bien dématérialisé et, euh, et bien digitalisé. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? N'hésitez pas. Une quatrième tendance que je voulais vous présenter, c'est le fait que les néobanques, les néocomptes que vous connaissez bien, du type Conto, en France, qui a une place dominante, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a des naissantes, il y en a certaines qui vont arriver sur le marché incessamment et que j'ai conseillé. Euh, on voit que ces néobanques, elles sont parties du paiement avec juste l'ouverture d'un compte bancaire et puis de l'émission d'une carte avec des nouveaux services qui sont pas forcément des services liés au paiement, mais des services qui vont aider la vie de l'entrepreneur et de l'entreprise. Donc ça part de la création d'entreprise avec le juridique et le formalisme pour la création d'entreprise. Donc là, je pense à Shine notamment qui fait ça bien, mais il y en a d'autres. Et puis après ça, la souscription de contrats d'assurance, le suivi des contrats, des produits d'épargne si c'est pour les particuliers ou même pour les entreprises, l'octroi de crédit. On voit que maintenant, Conto a intégré des fournisseurs de crédit qui sont capables de faire du scoring en temps réel avec des taux compétitifs puisque le score est très précis et le risque est bien apprécié. Donc le coût du risque est bien apprécié. Euh, on voit que là, il y a des alliances et des partenariats très importants qui sont faits entre ces différents acteurs pour proposer toutes sortes de choses à l'entrepreneur, de façon à aller vers une simplification de sa vie de tous les jours, notamment pour l'administratif. Tout ce qui est devis, facturation, pré-comptabilité, déclaration fiscale, et bientôt la facture électronique, tout ça, c'est en train d'être intégré aux néocomptes, néobanques, même si je n'ai pas le droit de le dire. Efficacité, bien sûr, c'est le résultat, hein. Tout ce qui est, une fois qu'on a dématérialisé, qu'on a intégré, euh, OCRisé les factures fournisseurs, eh bien, on peut les mettre en paiement par lot individuellement, on peut programmer ces paiements, on peut faire des workflows de validation en fonction de ce qu'il y a à payer. Euh, on peut faire des relances et du recouvrement pour les factures clients et bien entendu aller chercher son argent en envoyant des liens de paiement. Tout ça en lien avec son expert comptable, bien entendu. Voilà, ça c'est une grosse tendance et puis les solutions sont maintenant très puissantes. Donc moi j'ai conseillé Regat, qui était un de ces acteurs que vous avez vu sur mon mapping, qui a une solution très intéressante, très belle, mais il y en a d'autres, Agicap, Penny Lane, etc., qui sont aussi puissants et qui vont avoir des petites différences, vous proposer des petites différences dans leur couverture fonctionnelle et dans le focus de leur offre aussi. Tout ça, c'est à voir avec vos directions financières experts comptables. Il y a deux questions qui sont arrivées. Comment expliquez-vous la résistance des LCR dans certaines industries? Là, c'est une bonne question. Je la note, Christine, pour y répondre en fin de présentation. Et puis, néobanques, voilà. Oui, les néobanques n'ont pas le droit de l'utiliser, c'est vrai, Polo. Mais je préfère le retirer de mon vocabulaire, puisqu'il se trouve que je dirige moi-même une néobanque qui s'appelle Bibunk, dont je suis cofondateur. C'est une habitude. Un focus sur la facture électronique. Si vous n'avez pas de questions sur ces premiers sujets, les tendances, on va passer tout de suite à la facture électronique. Je voulais vous en parler parce que c'est une réforme qui est entrée en vigueur et dont les échéances se rapprochent. Donc, je voudrais vous faire un petit briefing sur ce que c'est et qu'est-ce que ça implique pour les entreprises. Donc, la facture électronique, c'est donc une réforme imposée par Bercy, par le gouvernement,
qui va permettre de créer, d'envoyer, de conserver sous forme dématérialisée des factures qui pourront aussi être associées à un PDF et à du papier, mais qui seront surtout associées à un format électronique structuré, des données, donc du XML ou d'autres dérivés ou d'autres formats très structurés et normés, de façon à ce que tout le monde utilise ces mêmes formats, puisse entre clients et fournisseurs, entre payés et payeurs, lire ces formats de factures et se les échanger de, de façon à les mettre en paiement, et puis transmettre toutes ces informations structurées à l'administration fiscale, donc à travers un portail. Je vais vous expliquer ça. Donc ça, c'est normé. Cette norme et ces choix technologiques qui sont imposés vont permettre de vérifier l'authenticité, l'origine d'une facture, et puis de réconcilier, bien entendu, les factures émises par les fournisseurs et reçues et payées par les clients, de façon à limiter au maximum la fraude à la TVA, et puis aussi à réduire les délais de paiement. Donc, le gouvernement français a listé 4 objectifs principaux pour la mise en place de ces factures électroniques. Toute l'Europe est en train de le faire à son rythme, avec ses spécificités. Donc, il n'y a pas de normes européennes totalement. Il n'y a pas de normes imposées au niveau européen. Chaque pays fait un peu comme il veut, mais toutes ces normes se ressemblent et tous ces choix techniques sont à peu près les mêmes, et ils vont converger vers une interopérabilité à terme. Mais la France a son propre échéancier et ses propres spécificités pour mettre en place cette nouvelle réforme. Donc cette réforme, c'est une réforme fiscale qui vise principalement à lutter contre la fraude à la TVA, et qui va permettre de faire deux choses: de la facture dématérialisée normée et du reporting pour l'administration fiscale. On a un calendrier qui est en place depuis un certain temps, puisque cette réforme, elle existe depuis longtemps, elle est préparée depuis longtemps, mais elle entre en vigueur bientôt, en 2024 pour les grandes entreprises, en 2025, début 2025 pour les ETI, et puis en 2026 pour les PME et les micro-entreprises. Tout le monde est concerné. Toutes les entreprises assujetties ou non assujetties à la TVA sont concernées par ça, soit pour le e-invoicing, c'est-à-dire la dématérialisation des factures, soit pour le e-reporting. Donc, même si on n'est pas obligé tout de suite, en tant que PME ou micro-entreprise, d'émettre des factures électroniques, on est obligé de faire son e-reporting dès 2024. Donc, on a aussi des échéances et des obligations qui arrivent à grands pas, et pour lesquelles il faut se préparer. Se préparer, ça veut dire en parler à son expert comptable, prendre les devants, trouver des partenaires qui vont vous permettre de faire ce reporting selon les normes imposées par la réforme. Donc voilà les obligations, on en a parlé. Vous avez des nouveaux formats auxquels il faut que vous vous conformiez. Il y a 4 ou 5 formats très spécifiques pour structurer les données de votre facture avant de les mettre, au moment de les mettre. Et puis pour les transmettre selon ce format et cette norme à vos clients, qui vont devoir les payer, et puis aussi à l'administration fiscale. Donc ça se passe directement auprès de l'administration ou à travers des entreprises privées qui vont rendre ces services, avec des services à forte valeur ajoutée additionnelle. Le PDF va être toléré sur le portail public qui va capter toutes ces informations jusqu'en 2026, mais après ça, ce sera principalement l'électronique. Il pourra être associé à un document papier aussi dans le flux de données, mais il faudra que toutes les données soient structurées. Pour le dépôt, la transmission, il va y avoir des nouveaux circuits. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça, des circuits imposés avec des nouveaux acteurs pour vous permettre la transmission des factures et du reporting. L'acceptation des factures électroniques est obligatoire pour tout le monde aux échéances prévues. Donc ça, même si vous n'émettez pas les factures, vous allez devoir les recevoir. Ça veut dire que si une PME
n'a pas encore l'obligation d'émettre ses factures en électronique, elle va quand même être obligée de les accepter de la part d'une ETI qui voudrait la facturer. Il y a certaines exclusions, relativement peu, donc les transactions internationales et intracommunautaires, les transactions C2C et B2C, donc le commerce pur, où là, il n'y a pas d'obligation de transmission électronique et de reporting immédiate. Mais par contre, le reporting après sur les flux globaux sera obligatoire. Et puis, il y a certaines opérations liées à des secteurs d'activité comme la santé, l'enseignement, la formation, ou les opérations immobilières, les associations à but non lucratif ou les opérations bancaires et financières, ainsi que la réassurance qui sont exclues. Tout le reste, ça doit être reporté ou émis en électronique. Pour arriver à faire tout ça, il y a des nouveaux acteurs qui sont en train de se mettre en place en ce moment même. Donc, il y a un portail public de facturation qui va centraliser la collecte de toutes ces informations, de tous ces flux de données électroniques pour les factures et le reporting, et qui va collecter, centraliser tout ça et le transmettre à l'administration fiscale qui fera son travail. Euh, Vous avez des acteurs privés, donc ça, on appellera ça le PPF. Vous avez des acteurs privés qui vont vous proposer des plateformes de dématérialisation et qui vont être vos partenaires et les partenaires de vos experts comptables pour vous permettre d'émettre des factures, mais aussi de vous faire facturer, de collecter de la facture au format électronique, aux différents formats. Il y aura un répertoire centralisé au niveau du portail public de facturation qui va vous permettre aussi de savoir à quel PDP vous adresser pour facturer un client ou quand vous recevez une facture qui vient du PDP d'un de vos fournisseurs, voilà, que votre propre partenaire de dématérialisation puisse reconnaître ce fournisseur qui vous facture et son PDP. Et puis, il y aura des opérateurs de dématérialisation qui vont vous proposer juste des solutions simples pour dématérialiser vos flux de facturation. Comment ça va marcher? Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment ça va marcher? Donc, on a un circuit simple. Donc, d'un côté, on a un vendeur, de l'autre côté, on a un acheteur. La connexion et les services rendus par le PPF sont gratuits. Vous pouvez vous connecter gratuitement et transmettre vos données structurées directement sur le PPF. Vous pouvez donc trouver l'entreprise qui sera avec son opérateur de dématérialisation connu au sein du PPF et qui va c'est le PPF, donc le portail public, qui va faire la réconciliation entre l'entreprise 1 et l'entreprise 2 pour une transaction donnée, pour une facture. Le tout sera transmis après à l'administration fiscale d'une façon réconciliée entre le payeur et le payé. Il y a un schéma un petit peu plus compliqué où là, on voit apparaître les PDP. Et les PDP, ils vont proposer des services à valeur ajoutée additionnelle que le portail ne propose pas. Le portail vous permet juste de déposer vos factures électroniques et puis d'en recevoir et de réconcilier le tout et puis de faire votre reporting. Les opérateurs, les PDP, qui vont être finalement bien les sociétés qu'on a vues sur le mapping tout à l'heure, des entreprises qui proposent des services B2B, les plateformes SaaS, les logiciels de pré-comptabilité, de compta, de facturation. Tous ces gens-là vont petit à petit devenir des PDP et intégrer ces services-là de dématérialisation dans les services qu'ils vous proposent. Ils vont vous proposer de la valeur ajoutée avec toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires pour la programmation, la réconciliation, le recouvrement, la relance, tout ce qu'ils pourront vous proposer de façon à faciliter la vie de votre entreprise. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. Si vous voulez en savoir plus, donc vos experts comptables, l'ordre des experts comptables fournit des formations aux experts comptables. Vous allez bientôt pouvoir leur poser plein de questions là-dessus. Pour l'instant, ça ne fait que commencer. Ils ne sont pas encore tout à fait au fait tous de ces sujets.
mais ils vont le devenir. Et puis, il y a aussi les grands opérateurs, la DFCG, la direction euh, des, des DAF, enfin l'association qui regroupe tous les DAF les contrôleurs de gestion vont aussi proposer des formations aux chefs d'entreprise et aux directions financières. Et puis, vous avez des cabinets de conseil qui proposent toutes sortes d'aides aussi pour pour ne pas être en retard avec cette réforme. Le troisième chapitre de ce webinaire, c'est quel service de paiement utiliser pour le recouvrement de créances. Euh, donc, là, je vais faire un petit focus spécifique sur les services de paiement, la valeur ajoutée qu'elle peut créer pour une entreprise ou pour son, son, son service de recouvrement externalisé ou pas. Le recouvrement, finalement, c'est un sujet pour toutes les entreprises et pour tous les professionnels du recouvrement. Donc, les besoins, ce sont quoi, hein? C'est de faciliter le recouvrement des créances en proposant une flexibilité des outils temps réel, une diversité de moyens de payer, finalement, de collecter plutôt. Euh, donc ça, c'est proposer plus de services, plus de moyens pour arriver à collecter sa créance. Et puis, on a là, bien sûr, le besoin de réduire tous les frais liés à ces opérations qui ne rapportent rien, si ce n'est de l'argent qui est déjà dû et qui sont très coûteuses pour l'entreprise. Voilà, il faut aussi permettre d'automatiser tout ça et de faire des rapprochements, des réconciliations automatiques, puisque là, on parle de gros volumes. Les plateformes qui font du recouvrement, c'est des gros volumes, et il faut pouvoir automatiser le tout. Il faut pouvoir ensuite, une fois qu'on a collecté l'argent en tant que plateforme de recouvrement, eh bien, il faut pouvoir le verser à la personne qui attend son argent. Et ça, il faut aussi que ce soit automatisé, et il faut que ce soit réconcilié et rapproché automatiquement dans les reportings financiers. Pour ça, bah, les solutions qui existent sont de proposer les paiements par virement. Alors, on peut initier des virements. Ce sont des services, l'initiation de virements qui sont apparus avec ce qu'on appelle l'open banking et le virement de compte à compte, ou depuis son propre compte avec des services rendus par des opérateurs comme Powens, comme Tink, comme Bridge en France, qui sont un peu les leaders, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Linkso qui propose aussi des services. Ah non, ça a été séparé. Propose des services, mais bon, bref, il y a un grand nombre d'acteurs qui vous proposent ça aujourd'hui. Grâce à la connexion de compte à compte, ça permet d'envoyer une demande pour que la personne qui vous doit d'argent vous fasse le virement pour le bon montant, pour la bonne raison, c'est-à-dire le numéro de facture ou le numéro de créance ou l'objet du paiement. Et ça peut être un virement. Donc, la personne va recevoir dans son logiciel bancaire, dans son téléphone, une demande de règlement pour faire un virement. Elle va approuver cette demande et le virement sera effectué soit en instantané, soit avec un différé en virement SEPA traditionnel qui en général prend 24 heures. Et voilà, donc ça, c'est une solution pour aller chercher de l'argent, c'est de faire de l'initiation de virement. Ça va être un petit peu bousculé, ce service, par une nouvelle norme européenne, le Request to Pay. On va en parler tout à l'heure en dernier chapitre. Je vais vous dire ce que c'est, mais ça fait à peu près la même chose, c'est juste normé. Euh, donc ça, c'est une alternative à une demande de paiement par carte que vous pouvez faire. Ça peut être très facile, instantané. Vous pouvez aussi demander ces virements entrants en envoyant des liens de paiement qui vont se matérialiser par l'ouverture d'une petite fenêtre pour faire un paiement par carte, ou bien une initiation de virement aussi qui peut être faite par différents biais, qui peut être initiée de différentes façons. Ça passe soit par des liens de paiement, soit des QR codes. Voilà, ça ouvre des petites fenêtres de e-commerce
pour que la personne paye ce qu'elle doit. Ouvrir des comptes avec des IBAN virtuels, donc ça, c'est une autre façon très intéressante de flécher les flux entrants. Ça permet surtout de faire de l'automatisation de rapprochement pour savoir qui a payé quoi. Très souvent, les gens qui font du recouvrement ou les entreprises qui cherchent à se faire payer vont recevoir des virements entrants qui n'auront pas de référence de contrat, de facture, qui seront souvent envoyés par quelqu'un d'autre qui se substitue au détenteur du contrat ou de la créance et qui donc sont très difficiles à rapprocher de la créance elle-même. Du coup, ça coûte très cher aux entreprises qui doivent faire des recherches pour savoir qui a payé quoi. Là, en émettant un IBAN virtuel, un sous-compte, on va pouvoir flécher un paiement individuel unique vers cet IBAN et donc le réconcilier, le rapprocher automatiquement. Gros gain de productivité pour les entreprises ou les plateformes de recouvrement. Et puis pareil, pour les paiements sortants, on peut ouvrir des sous-comptes et faire des paiements sortants et ça permet aussi de faire des rapprochements assez facilement et de catégoriser les flux sortants. Donc, l'intégration de services de paiement dans des plateformes SaaS ou des logiciels d'entreprise, ça, c'est un sujet que je traite beaucoup pour de grands nombres de clients. On voit les sociétés de gestion, les distributeurs de produits financiers qui s'y mettent. On voit, toutes les plateformes SaaS, en fait, et les places de marché intègrent les services de paiement justement pour gérer plus efficacement ces flux entrants et sortants. C'est un gros sujet. Il n'y a pas que le recouvrement qui est impacté par, ces gains de productivité et ces nouveaux services à forte valeur ajoutée qui peuvent être proposés aux clients ou aux fournisseurs. Donc là, les bénéfices, bien, c'est bien entendu une augmentation de la proposition de valeur de votre plateforme, de vos services, grâce à une rapidité, du temps réel, un meilleur taux de recouvrement. Voilà, donc tout ça, ça génère énormément de valeur, de création de valeur. L'optimisation des coûts, bien entendu, la création de valeur, elle passe aussi par la réduction des coûts internes et ce qui vous permet soit de baisser vos prix auprès de vos clients pour être plus compétitifs, soit d'augmenter vos marges. La réduction du temps de traitement, bah, bien entendu, c'est hyper important, surtout pour le recouvrement, mais pas que, pour tous les sujets de paiement. Et puis, l'accélération après du règlement des créances qui ont été recouvrées à la personne qui attend son argent ou l'entreprise qui attend son argent. Gros gain de productivité. Je vois qu'il est 46, il faut que j'accélère un petit peu. Je vous... hop, je remets un pointeur privé. On va accélérer. Donc on a vu que pour recouvrer sa créance, vous pouvez faire de l'initiation de virement, j'en ai parlé, le virement fameux DSP2 de compte à compte, ou aussi le SEPA, Request to Pay, le SRTP. Ça permet tous ces gains de productivité, réduire les frais de transaction, parce que c'est moins cher que les transactions cartes. Ça permet aussi d'éviter les plafonds qui sont souvent liés aux cartes. Les cartes sont plafonnées par mois ou par semaine. Et très souvent, les gens qui sont avec une trésorerie tendue et qui doivent de l'argent quand vous cherchez à recouvrer des créances, eh bien, ces gens-là ont atteint leur plafond ou sont pas loin de l'atteindre ou ils veulent le préserver pour acheter de la nourriture plutôt que de vous payer. Et donc là, le fait d'utiliser plutôt du virement initié, ça vous permet d'éviter ce problème de plafond. Bon, bien entendu, il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte ou une autorisation de découvert pour que le virement soit fait. Mais voilà. Il n'y a pas de saisie par le payeur. Il reçoit juste une notification comme quoi il a un virement à approuver. Une fois qu'il a approuvé, le virement se fait automatiquement. Il n'a rien à faire, rien à saisir. Il n'y a pas d'IBAN. L'IBAN est déjà transmis dans la demande de virement. C'est irrévocable, hein, ce n'est pas répudiable, contrairement à un prélèvement qui est répudiable. Et puis, c'est tout à fait sécurisé parce que ça se passe d'une banque à une autre à travers cette fameuse plateforme de DSP2, Open Banking. Bien entendu, comme la transaction a été initiée, bien, quand l'argent revient, il revient avec des données, des métadonnées qui sont incluses dans le virement et donc ça vous permet de rapprocher instantanément ce virement que vous avez vous-même initié, ce virement entrant.
Donc, il n'y a plus à demander à la personne d'inclure son identifiant ou son numéro de contrat dans l'objet du virement. Ça, vous évitez les erreurs de saisie et les manquements, et votre rapprochement se fait automatiquement. L'envoi de liens de paiement, donc là on en a parlé, ça peut être envoyé par SMS, par email. On peut envoyer un QR code ou un lien sur lequel il faut cliquer. Une fois qu'on clique, ça ouvre une petite fenêtre de paiement e-commerce et la personne renseigne sa carte de crédit de façon à pouvoir effectuer le paiement. Voilà, tout ça, ça peut aussi générer une intégration facile dans vos ERP, dans vos logiciels de pré-compta et de compta. Le prélèvement, ça, c'est un moyen traditionnel de se faire payer. Donc, on appelle ça le SEPA Direct Debit, le SDD, mais c'est le prélèvement qui peut être généré depuis votre back-office. Si vous intégrez les services de paiement dans votre système d'information, pour les gestionnaires de dossiers, de recouvrement de ce que vous voulez dans la direction financière ou différents services, ils vont pouvoir émettre des prélèvements depuis leurs outils de gestion, depuis votre back-office, et suivre ces prélèvements. Donc ça, voilà, c'est une solution intéressante dans certains cas. Ça peut être programmé, bien entendu, mais il faut après gérer les mandats de prélèvement. Il faut que les gens vous donnent mandat pour pouvoir les prélever, ou bien ils peuvent aussi répudier le mandat et vous retirer ce droit de les prélever. Donc ça a aussi ses limites. Les IBAN virtuels, on en a parlé, ça permet de flécher des flux entrants. Vous ouvrez un sous-compte avec un IBAN virtuel dédié à une transaction, à un contrat, à une créance, à une transaction spécifique ou à un client. Il peut le réutiliser plusieurs fois ou ça peut être un usage unique et vous pouvez les émettre à la volée, et ces fameux IBAN virtuels, pour chaque transaction en centaines de milliers. Donc, ça permet d'envoyer ces IBAN virtuels, qui sont un IBAN normal, hein, aux gens qui vous doivent de l'argent, de façon à ce que, une fois que l'argent revient, vous savez exactement d'où il vient et qui est le payeur. Et vous pouvez automatiser vos rapprochements. Gros gain de productivité. Voilà. Je vous ai parlé du Request to Pay, et je vais vous faire un petit focus, c'est le dernier chapitre, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps et je voudrais répondre à vos questions, donc on va aller assez vite là-dessus. Le SEPA Request to Pay, c'est une norme européenne émise au niveau européen. C'est un protocole d'échange. Ce n'est pas un nouveau moyen de paiement. Ce n'est pas un instrument de paiement. C'est simplement une messagerie interbancaire qui va permettre à une banque de dire à une autre banque, ton client doit payer ce montant pour telle raison, tel objet. Est-ce qu'il est d'accord ou pas? Propose-lui. Donc, c'est un protocole d'échange de messages uniquement. Mais ces messages, ils sont normés suivant la norme ISO 20022. Et ça permet donc aux banques de toutes se parler entre elles suivant cette fameuse norme de messagerie. Les messages sont normés, ça veut dire que le contenu est normé, la façon de le présenter est normée, la façon de l'envoyer est normée. Donc, c'est un ensemble de règles finalement et d'éléments techniques qui permettent à deux banques de s'envoyer ça facilement et instantanément de façon à réclamer une somme d'argent à un débiteur, à un payeur par le débiteur pour une transaction spécifique. Attention, ce n'est pas un nouveau moyen de paiement, c'est juste une messagerie qui va vous permettre d'utiliser les virements SEPA qui existent déjà. Donc concrètement, comment ça se passe? Sur le petit schéma de droite, vous voyez qu'il y a un débiteur à qui on doit de l'argent, qui veut se faire payer. Sa banque va envoyer dans l'application bancaire du payeur, donc sa banque va envoyer à la banque du payeur un message en disant « Tu dois payer ce virement de 1 000 €. Donc, c'est la fameuse demande de paiement SRTP, enfin, c'est pas Request to Pay, de 1 000 € pour tel montant, tel objet, tel besoin. Et c'est émis par tel débiteur. Le client voit ça, il a juste deux choix. Il peut approuver ou refuser ce paiement. À partir du moment, il voit ça dans son appli bancaire. À partir du moment où il accepte le paiement, la banque
du payeur, donc sa banque, est obligée de faire le virement. Elle peut faire donc si elle propose le virement instantané, elle est obligée de le faire en instantané. Ça peut avoir un coût ou pas pour le payeur et si elle, ne le propose pas, elle le fera en virement SEPA normal à 24 heures, de délai de paiement. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'une fois que le payeur a approuvé le paiement, eh bien, le débiteur sait qu'il va être payé parce que quoi qu'il arrive, la banque va devoir faire le paiement. Heu, donc ça, finalement, même si on attend son argent, son virement SEPA pendant 24 heures, on sait qu'on va être payé. Ça voilà, on s'engage à payer et puis après, on se débrouille avec sa banque s'il y a pas d'argent et si on si on a approuvé, sans que ce soit possible, mais en tout cas, le débiteur, il va recevoir son argent. C'est pas forcément le compte du payeur qui va être débité, ça peut être le compte de la banque ou le compte d'un intermédiaire, peut-être d'un PSP ou d'un autre, une autre entité réglementée et donc ça, rien que, ce fait-là, c'est la grosse différence avec, le virement de compte à compte dont on a parlé tout à l'heure, DSP2. Pourquoi? Eh bien, ça va permettre à la banque de se substituer au payeur et donc de proposer des services à forte valeur ajoutée, qu'avant elle ne pouvait pas proposer puisqu'elle exécutait juste une transaction. Je suis allé un petit peu vite, je vais m'attarder sur ce sujet 2 secondes. C'est très important parce que tout d'un coup, ce service qui va être proposé par les banques, qui a été un peu, fait pour les banques, hein, elles sont 28 à avoir financé tout ce projet depuis, pas mal d'années. Eh bien, ça leur permet de dire à leurs clients, «Voilà, tu dois payer, 1 000 €, mais si tu veux, je peux te proposer de le payer en plusieurs fois parce que, je sais que tu es bon payeur et tu es mon client et j'ai accès à tous tes comptes et que donc, je sais que tu as une capacité de remboursement mensuelle qui me permet de te proposer 250 € par mois. Tu vas le payer en 4 fois, puis ça va te coûter, 20 € de frais, d'intérêts et de frais de dossier pour faire que je te propose ce service. Est-ce que tu veux ou pas? Voilà, donc la banque peut tout d'un coup proposer des services à très forte valeur ajoutée, qu'elle peut facturer à son client en se substituant à lui pour payer et lui proposer des facilités de paiement. Important pour les banques. Ça, c'est un service qui va arriver qui est entré en vigueur. Les règles, de la messagerie et du protocole d'échange sont déjà établies. Toutes les banques et les PSP et beaucoup d'entités concernées par ces services, qui sont dans le paiement bien sûr, et réglementés, peuvent déjà s'enrôler, auprès de l'EBA, European Banking Authority, l'EBA Clearing, qui prend, les participants et les demandes, les dossiers d'enregistrement de nouveaux participants à ce, scheme, à ce format, cette solution. Tout le monde enfin, les banques ne sont pas encore toutes inscrites, elles commencent juste à se poser la question et à s'inscrire en tant que participants, mais il y a déjà des acteurs qui sont inscrits, dont un de mes clients, Pinecone, qui fait déjà ça et qui le propose. Ça concerne la vente à distance, la vente en proximité, en boutique, quand vous êtes chez un commerçant. Ça concerne les règlements B2B et le G2B, le government to business, donc tous les frais de paiement par le gouvernement pour des allocations ou de recouvrement par le gouvernement pour des créances. Voilà, ça concerne à peu près tous les règlements. Le virement, il va être utilisé et initié, pour à peu près tout. On a fini. Il me reste pas beaucoup de temps pour les questions. Je voulais juste, vous parler brièvement de Azuli, de ce que je propose. Moi, j'interviens, pour conseiller sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, mais d'autres aussi, des sujets d'intégration de services de paiement, de solutions de financement, de dématérialisation, de mise en place de solutions, crypto pour, des paiements transfrontaliers quand c'est, intéressant de le faire. Voilà, tous ces sujets-là, je les traite et j'aide mes clients à cadrer leurs projets, à savoir quels services de paiement vont permettre de faire quoi, dans quel cadre réglementaire et après de choisir les partenaires, les prestataires qui vont pouvoir fournir ces services, en fonction de ce qui a été établi dans le cahier des charges, hein. Et puis après ça, je peux aussi vous accompagner les entreprises sur la mise en place de ces services avec, des équipes dédiées,
product owners et développeurs qui connaissent bien tous ces services de paiement, qui ont déjà intégré ça dans les systèmes d'information et qui vont vous permettre de sécuriser votre projet d'un point de vue délai, d'un point de vue budget, grâce à l'intervention de cadrage et de suivi de projet que j'ai fait. Donc, quelques minutes pour répondre à vos questions. Il y a quelques questions. On a vu la première, oui, néobanques, question de vocabulaire, petite remarque. En début de présentation, vous parliez de paiement dématérialisé via crypto. Y aurait-il un focus spécifique? Non, j'ai pas fait de focus là-dessus parce que les paiements crypto, j'en ai parlé à 2 conférences, une sur les stablecoins euros et une autre sur l'euro numérique que j'ai faite il y a 1 mois et demi dans le cadre de Finance Innovation. Vous pouvez retrouver cet événement sur le site de Finance Innovation, sur des moteurs de recherche. Sinon, contactez-moi, je pourrais vous envoyer les liens de connexion pour écouter ces 2 conférences d'1 heure avec des tables rondes avec la Banque de France, avec des spécialistes à chaque fois, de grandes banques et des économistes. Et puis j'en fais une autre. J'anime une table ronde sur l'euro numérique à Open Day le 20 avril dans le cadre de Finance Innovation. Là, c'est un événement physique qui n'est pas enregistré, pas retransmis, mais qui sera intéressant si ça vous intéresse. Et puis sinon, contactez-moi, je peux vous en parler. C'est des sujets que je traite beaucoup, notamment pour tout ce qui est paiement transfrontalier, où là, c'est intéressant. Alors, il y a des gros gains de productivité à faire. Comment les sociétés d'affacturage vont-elles s'intégrer dans le schéma? Bon, ben, l'affacturage, il y a des gros sujets. C'est tout le sujet, en fait, l'intégration des services de paiement. J'ai d'ailleurs des clients, des gros projets qui vont démarrer là-dessus. Pour intégrer les services de paiement directement dans la plateforme d'affacturage, de façon à fluidifier, contrôler les flux et les règlements entre les financeurs, les financés, les clients, les fournisseurs, pour les demandes d'affacturage. Donc là, il y a un gros sujet d'intégration de services de paiement et aussi d'intégration de technologies blockchain et de crypto. Souvent, l'affacturage est utilisé dans les transactions internationales et c'est important. On a dépassé le temps imparti, il est 14 heures, je dois malheureusement quitter la salle et interrompre. Je vous remercie 1000 fois pour votre présence. Prochaine conférence, suivez-moi, inscrivez-vous sur LinkedIn, à ma newsletter. Et je vous contacterai aussi avec un suivi. Vous aurez l'enregistrement, le replay sur YouTube. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube aussi, qui a tous les enregistrements de mes dernières masterclass. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Envoyez-moi vos questions, parlez-moi de vos projets. Je suis là pour vous aider à y répondre et à travailler sur vos sujets précis. Merci encore, à très bientôt. J'espère à dans 1 mois pour ma prochaine conférence. Au revoir.